Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct et au cœur du Salon d'agriculture pour l'heure du débat. Aujourd'hui, nous allons parler de démocratie agricole parce que le mutualisme est une combinaison de trois valeurs que sont responsabilité, solidarité et démocratie. Parce que la démocratie est un choix politique qui ne peut se faire sans l'engagement citoyen. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question suivante. La démocratie agricole a-t-elle encore un avenir? Et pour nourrir la réflexion, Dominique Chargé, vous êtes président de la coopération agricole. À vos côtés, Pascal Ferret, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de la Manche et vous avez été nommé co-rapporteur d'un avis sur la démocratie environnementale. Et Jean-François Frutérault, président de la MSA. Merci messieurs, bienvenue. Bonjour à vous. Merci. Bonjour et merci. Bonjour à tous. Messieurs, pour commencer et ancrer finalement cet échange, est-ce que l'on peut rappeler en quelques faits, quelques dates, ce qui a permis de bâtir cette fameuse démocratie agricole? Dominique Chargé. La démocratie agricole, en tout cas, les structures mutualistes et coopératives dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, elles viennent des lois fondamentales de la fin du 19e siècle, dans lesquelles en fait on structure la possibilité des hommes et des femmes des territoires de pouvoir s'organiser pour gérer collectivement des phénomènes qui sont d'abord des phénomènes peut-être de fait de société, enfin d'organisation sociale de territoire, sur le mutualisme par exemple, sur la santé, sur voilà, des sujets comme ça. Et puis au fil de l'eau, elle s'est structurée pour répondre à des problématiques plus économiques, commerciales, donc il a fallu l'encadrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à des structures qui peuvent apparaître comme étant complexes, parce que parfois elles le sont, j'allais dire au gré du développement de nos structures, de notre économie, mais elles ont gardé cette initiative fondamentale des femmes et des hommes à pouvoir s'organiser, entreprendre, parce que je pense que c'est le cœur aujourd'hui de ce que nous faisons, nous, dans les coopératives agricoles, c'est avoir des hommes et des femmes qui sont en capacité de prendre l'initiative, de construire leur destin collectif sur un territoire et donc de le faire de manière organisée. Donc on a évidemment amené des règles de fonctionnement, à la fois sur la gouvernance politique et sur la gouvernance opérationnelle, mais on est resté sur des principes fondamentaux qui sont un homme, une voix, quelle que soit la taille de son entreprise, quelle que soit, j'allais dire, la formation dont on bénéficie, en tout cas, voilà. Et chacun a cette même part de voix, une assemblée générale qui élit des représentants et des représentants qui ont une fonction qui est celle d'agir en mandat de gestion pour la communauté de destin qui a été constituée. Je pense que le cœur de ce que nous sommes aujourd'hui d'un point de vue démocratique tourne autour de ça et qu'il est très important de le préserver parce que, comme on dit à chaque fois, la démocratie est peut-être le plus mauvais des systèmes, mais on n'en a pas trouvé de meilleur. Pascal Ferret, sur quoi on s'est basé? Écoutez, j'ai au moins l'avantage d'être trop vieux pour en parler et trop jeune pour aussi en être témoin. Tout simplement, c'est que je suis un descendant par mes parents de la JAC. Et on sortait effectivement de l'après-guerre où il fallait recréer un modèle. Il n'était pas agricole, c'est un modèle rural avec effectivement la formation des hommes et des femmes. Et la JAC dans l'Ouest l'a pris en main, donc la jeunesse agricole chrétienne. Dans le Sud-Ouest, c'était plutôt les forces communistes. Mais l'important, c'était de se rassembler. Derrière ça, effectivement, cette démocratie s'est organisée. Dominique Chargé le rappelait autour du modèle économique que la coopération a rappelé. Nous étions plutôt sur le côté du syndicalisme, force de proposition, création des chambres d'agriculture et leur développement. Et on sort juste, effectivement, de l'expression la plus simple dans une démocratie, c'est le vote dans les urnes. Et ce vote est important pour deux raisons. La première, au-delà effectivement de déterminer une représentativité syndicale qui permet de dire que la FNSEA est toujours le premier syndicat représentatif, c'est surtout l'engagement des agriculteurs à pouvoir, sous le sceau de la République, et ça j'insiste, sous le sceau de la République, ce sont bien les préfets qui valident nos élections, qui permettent aux agricultrices, aux agriculteurs, aux salariés, à l'ensemble de la composante du monde rural, d'être effectivement rassemblés au travers des urnes et après de ce vote aux élections chambres, permettre de mettre en place une majorité qui, dans les 15 jours à venir, va installer durablement pendant 6 ans ce qui est l'expression de la démocratie des territoires ruraux. D'autant plus vrai, c'est que l'ensemble de la composante sociétale qui est de plus en plus urbaine a une tendance à nous oublier, non pas qu'elle nous marche sur le dos. Je prends toujours cet exemple de la loi de la programmation sur l'énergie, où il est écrit explicitement que les territoires peu denses, le monde agricole, le monde rural, devra accepter les conséquences pour alimenter en énergie le monde dense, le monde urbain. Donc la démocratie n'a que plus de valeur aujourd'hui. Jean-François Frutérault pour la MSA.
Je crois que la démocratie et le mutualisme, vous en avez parlé tous les deux, c'est finalement une idée neuve, c'est une idée forcément moderne. Et les fondamentaux, finalement, et en ce qui concerne la MSA, sont nés des premières caisses de solidarité qui se sont organisées voilà, il y a plusieurs décennies autour de l'accompagnement et de la prise en charge du monde agricole, autour aussi de la naissance du modèle de la sécurité sociale en 1946, le Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale, qui a posé les fondamentaux de ce régime de solidarité, de ce régime de redistribution, est né en suivant en 1949 la MSA, la Mutualité sociale agricole. Donc aujourd'hui, second régime de protection sociale en France, assis sur une vraie démocratie locale, assurée par des élections. Nous sommes le seul régime de protection sociale en France à organiser tous les 5 ans la régénérescence de son réseau, de ses élus, de la base du canton au plus près de ses ressortissants, jusqu'en haut de la pyramide institutionnelle. Et donc, je crois que c'est ça qui est important. C'est ce regard d'élus à élus, de nos élus sur les territoires, associés aux élus locaux, au pouvoir public, qui portent ce regard bienveillant autour de nos populations. Et ce mutualisme vieux de plusieurs décennies, aujourd'hui, peut-être doit être réinventé, lui aussi régénéré autour d'un mutualisme de demain, associant les nouveaux profils qui arrivent dans le métier, souvent des gens qui arrivent dans nos professions avec un parcours de vie, un parcours professionnel exercé ailleurs, et qui entrent dans le métier avec un autre regard, avec un besoin d'engagement différent de celui que nous avons, nous, collectivement, peut-être tous les trois connus, mais que nous devons accompagner avec de nouveaux outils, avec une nouvelle vision. C'est ce que j'appelle, moi, le mutualisme de demain. Je vais vous interroger sur cette question du mutualisme de demain. Je suis très curieuse de connaître vos idées. Comment se matérialise la démocratie agricole chez vous, à la coopération agricole? Comment elle se matérialise, cette démocratie, au quotidien? Au quotidien, comment vous fonctionnez? Je disais, la démocratie, j'allais dire, de base, c'est celle d'une assemblée générale qui élit un conseil d'administration qui agit en mandat de gestion. Mais au quotidien, c'est des rencontres en permanence. C'est l'explication de ce qu'est la nécessité pour nous, acteurs du monde économique, de développer des projets stratégiques, de rendre nos territoires cohérents avec le monde qui vit autour de nous, parce que nous sommes, j'allais dire, particulièrement peut-être dans le monde coopératif, puisque nous sommes, nous sommes entrepreneurs quelque part, entrepreneurs collectifs sur les territoires, nous sommes dans la vie économique, et je pense que nous sommes très associés de manière, j'allais dire, très forte au destin d'un territoire. Nous sommes donc les garants du fait que l'outil collectif coopératif doit rester l'outil d'intérêt général pour un territoire, pour être le moteur économique et social d'une activité agricole et agroalimentaire sur ce territoire. Donc cet outil que nous avons hérité, j'allais dire quelque part, de nos prédécesseurs et que nous avons emprunté à nos successeurs, nous devons le faire vivre, l'adapter, mais dans le processus qui est celui du choix collectif, alors du débat, parce que du débat il y en a, avec les décisions que nous avons à prendre aujourd'hui, nous avons des débats extrêmement forts dans nos coopératives, je pense comme dans l'ensemble de nos organisations, avec finalement des visions qui peuvent à certains moments s'affronter, mais avec des choix à faire, qui s'expriment effectivement par les urnes. Je ne vous cacherai pas que tout ce que nous en sommes, je pense que nous préférons être dans une logique du travail sur le consensus, parce que je pense que nous ne pouvons pas non plus rester dans un monde dans lequel nous abordons tout sous la forme du conflit, de la polémique, du clivage politique où chaque sujet est instrumentalisé. Je pense que nous devons être aujourd'hui dans une logique où nous devons retrouver le sens de l'intérêt général. Faire en sorte que la somme des intérêts particuliers ne soit jamais l'intérêt général. Parce qu'on a souvent tendance, chacun pour ce que nous sommes, à penser que le meilleur destin collectif, c'est celui qui nous va le mieux. Mais en même temps, je vois bien, et je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-François, les nouvelles générations qui arrivent interrogent quand même nos modèles coopératifs aujourd'hui en disant, mais ton organisation collective, que je n'ai pas créée, dont j'ai hérité, qu'est-ce qu'elle peut pour moi? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Comment est-ce qu'elle répond aujourd'hui à ce que je souhaite, moi? C'est vrai qu'on est moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans, dans une logique où l'approche que nous avons collectivement était celle de dire ensemble on est plus fort,
Cet outil collectif, il est notre rempart devant l'extrême violence du marché. Et finalement, nos petites exploitations ont un accès au marché protégé grâce à cet outil collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des nouveaux profils, comme dit Jean-François, qui arrivent et qui veulent une autre approche auquel sûrement nos coopératives vont devoir répondre. Donc ça, c'est vraiment un défi du moment. En revanche, moi, je milite et tant que je serai là, et après, je préserve toujours l'intérêt général de territoire et surtout le fait que les processus soient bien démocratiques et qu'à un moment, la démocratie doit être en capacité de décider une orientation, ne pas rester dans une espèce de non-décision parce qu'il n'y aurait pas d'accord qui se trouverait. L'immobilisme serait le pire. Voilà, absolument, l'immobilisme serait le pire, exactement. Pascal Ferret, est-ce que les chambres d'agriculture auraient eu autant de poids sans ce modèle démocratique? Je ne le pense pas, et c'est à mon avis, à notre avis, de plus en plus le cas. À l'heure où effectivement on sort d'une campagne aux élections, où on est convaincu d'avoir raison, c'est la ligne politique de l'orientation que nous avons déterminée. Maintenant, on est dans une obligation effectivement d'écoute et de devoir. La première, c'est d'aller comprendre pourquoi les gens ne nous font pas forcément confiance, parce qu'ils n'ont pas voté pour nous. La deuxième, c'est de les rassurer en disant qu'il y a une démocratie qui donne une majorité. Derrière ça, il faut construire de façon très fine l'expression effectivement de ces mécontentements. La troisième, c'est d'être rassembleur dans une société qui n'a jamais été aussi éclatée pour plein de raisons. La première, une désacculturation du dialogue social au plus haut niveau, et on le voit au travers des élections législatives, où l'aboutissement le plus œuvré à ce jour de ce désaccouplage. Le troisième point que j'expliquais, c'est comment faire pour aujourd'hui redonner une âme à notre pays. La première des choses, sans être corporatiste. Surtout, laisser tomber les corporatismes. J'ai mis mon téléphone sur la table, non pas que j'appelle ou on m'appelle. Tout simplement, c'est la désocialisation de nos réseaux passe par ça. Et ce qui va s'accentuer avec l'intelligence artificielle. Les fake news, il suffit de regarder ce qui se passe outre-Atlantique pour voir ce qui devrait nous amener à ne pas faire. De se rapprocher les uns des autres. Et convaincus de ne pas avoir raison seuls. Et nous avons, nous, l'obligation. C'est au-delà de la formation des gens, des hommes et des femmes, et je ne parle pas que du monde agricole, c'est d'entraîner les gens vers un idéal. Le deuxième point, c'est de se rapprocher de ceux qui sont comme nous, qui partagent. Et j'ai deux beaux témoins autour de cette table qu'est la MSA et le système coopératif. La coopération, c'est de dire, voilà, vous avez vos compétences, nous avons les nôtres. C'est comment fait-on pour œuvrer, remettre en sens, effectivement, l'action et le mouvement. Je prends toujours cet exemple. Je suis un ancien président de coopérative et j'en suis très fier. Néanmoins, aujourd'hui, je considère, et je le dis souvent aux jeunes qui prennent notre place, si vous n'avez pas la culture de l'économie, vous ne pourrez pas guider les gens vers un idéal. Et de même, le rapprochement, c'est aussi le social. On regarde les trains qui arrivent à l'heure, mais on critique toujours les autres. On ne parle pas de ce qui va bien. Dans le même temps, je suis du département de la Manche, un des gros départements en termes agricoles, et beaucoup d'hommes et de femmes sur le terrain. J'ai aussi des gens qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, et que ceci, la seule bouée d'alerte, c'est de les entendre, d'aller chercher, de se rapprocher par exemple de la MSA, et là, au travers de nos réseaux, quels qu'ils soient, d'amener effectivement nos services les plus compétents et en interaction, toujours en interaction, à ce qu'effectivement nous allions les chercher, parce que je trouve inadmissible qu'en 2025, nous avons des gens qui auraient toutes les technologies pour être accrochés à la société et qui sont totalement désœuvrés et totalement oubliés. Jean-François Futteron, on vote, on le rappelle, du 5 au 16 mai. Le terrain, le maillage, c'est une force pour cette démocratie. En tout cas, c'est le modèle de la MSA aussi. Oui, c'est le modèle de la MSA, mais les modèles se ressemblent finalement. La démocratie, le respect de la démocratie, c'est le respect des convictions de tous. Et je pense que finalement, c'est quelque chose qui doit aussi nous animer, bien sûr, et sans perdre ses convictions les uns les autres. La MSA est une institution à la double identité. D'abord d'organisme de protection sociale
et d'organisation professionnelle agricole. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait sa lisibilité, c'est ce qui fait son histoire et c'est ce qui doit aussi permettre de bâtir son avenir, parce que le fait d'être une organisation professionnelle agricole, c'est ce qui matérialise la démocratie locale par les élections. On l'a dit, par la légitimité qui est donnée aux élus sur nos territoires, aux administrateurs qui sont élus issus de ces délégués et qui ont vocation et capacité à porter des sujets par des motions que nous portons dans nos conseils d'administration, qui viennent de nos élus, qui émanent de nos territoires. Ces motions, elles sont portées au niveau institutionnel central et elles enrichissent la réflexion dans un certain nombre de lois d'orientation, comme ça a été, de réflexion, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est ça qui est extrêmement important. Donc c'est un champ de vitalité, de respiration et aussi de remontée d'informations et de partage des compétences. C'est ça pour nous aussi la démocratie. Est-ce que ce fonctionnement vous oblige, messieurs, à une gestion transparente? Est-ce qu'on se sent redevable aussi? Je vous vois sourire, Monsieur Ferret. Dominique Chargé, est-ce que c'est aussi ça? La question m'étonne, évidemment. Non, mais évidemment qu'on est redevable de transparence, on rend des comptes. Moi, je pense que le processus, lorsqu'on est un élu dans un conseil d'administration de coopérative, c'est évidemment de décider, de contrôler l'exécution de la décision, mais c'est aussi de rendre compte. Rendre compte des stratégies que nous avons impulsées et de leur efficacité, et d'expliquer les choses. On ne réussit pas toujours parce qu'on peut avoir à faire des vents contraires, mais évidemment qu'on est redevable et on rend des comptes de ce que nous pratiquons. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire vivre au quotidien cet exercice. C'est-à-dire qu'une fois par an dans l'Assemblée Générale, ça peut avoir un intérêt parce qu'il y a un côté institutionnel et d'ailleurs juridique de l'organisation. En revanche, ce qui est important aujourd'hui, c'est de le faire vivre au quotidien. Et je pense que si on revient un peu aux crises d'adhésion et d'engagement, elles sont sans doute aussi faites de cette, j'allais dire, des intérêts pour venir participer à ce que sont aujourd'hui les réunions qui, finalement, si on revient 30 ou 40 ans en arrière, comme le disait Pascal Ferret tout à l'heure, nous n'avions pas l'information, j'allais dire, en temps réel et presque avec 24 heures d'avance. Évidemment que l'information, les agriculteurs, en ce qui nous concerne, venaient les chercher dans les réunions que nous faisions. Et donc, ça portait un intérêt évident pour, j'allais dire, l'impact territorial de nos structures. Parce que je pense que le vrai sens de nos organisations, c'est l'impact territorial. Alors, l'approche que peut avoir un agriculteur aujourd'hui, notamment jeune, il est plutôt lié à l'économie, la performance de sa production, de son modèle d'entreprise. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on raccroche la performance et j'allais dire l'intérêt que chaque agriculteur porte pour son modèle d'entreprise à l'impact territorial collectif. Ça, c'est devenu extrêmement difficile et c'est ça qu'il faut qu'on réhabilite pour que les gens reviennent. Moi, je pense qu'avant de parler de crise d'engagement, il faut qu'on parle de crise d'adhésion. Alors, les gens adhèrent par le bulletin qu'ils signent, mais ce n'est pas suffisant. L'adhésion, c'est vraiment s'engager dans ce que je disais tout à l'heure, la communauté de destin. Et cette communauté de destin, elle peut prendre des chemins différents en fonction des sujets à traiter, des époques. Moi, je suis convaincu qu'on est peut-être à une période de rupture sur laquelle il va falloir réinventer des sujets. D'ailleurs, même non seulement je le crois, mais j'en suis persuadé. Mais en tout cas, il faut qu'on garde ce sens du collectif. Parce que si le monde agricole est arrivé là où il est aujourd'hui, en ayant rempli, j'allais dire, tous les engagements que la nation lui a commandés, c'est parce qu'il y a eu cet intérêt, cet engagement collectif, cette création de communauté de destin entre les femmes et les hommes sur les territoires. Et d'ailleurs, je peux le dire assez sereinement aujourd'hui. Si la France s'est relevée des différentes crises auxquelles elle a été confrontée depuis 200 ans, c'est d'abord parce que les hommes et les femmes sur les territoires organisés sous forme associative et donc coopérative en ce qui concerne l'entreprendre ensemble, a été présent. Et à un moment où nous sommes probablement devant le fait de réinventer des modèles économiques de territoire, je pense que les coopératives seront les acteurs qui seront, non seulement elles sont les entreprises des agriculteurs et des territoires, mais elles sont aussi les entreprises apporteuses de solutions pour ces territoires. Pascal Ferret, souhaitiez réagir? Oui, je souriais tout à l'heure parce que l'engagement aujourd'hui oblige un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques ou dans le monde socio-professionnel à se justifier, se servir, à ne pas se servir, enfin bref. Est-ce qu'on a besoin de décliner ça?
Le premier des devoirs d'un responsable, quel qu'en soit le niveau, c'est le devoir d'exemplarité. Moi, je suis exploitant agricole. Si mon exploitation n'est pas représentative, j'ai un petit souci. Et les agriculteurs de chez moi savent que quand je suis à Paris, je ne peux pas bosser sur la ferme. Mais quand je suis chez moi, je dois être présent. La représentativité, ça évite la crise de confiance. Et Dieu sait qu'on en vit des crises dans le monde agricole, y compris entre nous. Hein. Quand vous avez vécu la crise du lait en 2009, vous n'en sortez pas indemne. Quand votre exploitation et votre famille sont protégées pendant 15 jours par les militaires, des gendarmes, parce que vos voisins ou des gens qui ne partagent pas votre opinion viennent vous agresser chez vous, vous devez garder malgré tout ça cette forme de repli pour, effectivement. Ce qui m'amène à regarder nos sociétés, comment qu'à un moment donné, elles se détricotent. Mais elles ne se détricotent pas par la base, elles se détricotent par le haut. C'est qu'aujourd'hui, l'exemplarité n'est pas toujours la règle. Alors, ce n'est pas un problème que de moralité, c'est un problème de savoir se tenir dans l'hémicycle. Enfin, quand je vois aujourd'hui, par moment, à l'Assemblée nationale, ce que je vis, ça me désespère. Je suis au CESE. Et il n'y a pas si longtemps que ça, un syndicat très important est venu déployer une banderole sur un lieu de neutralité qu'est le CESE, reprochant un problème corporatiste. C'est une chose qui n'aurait jamais été pensable il y a une quinzaine d'années. Donc, quand on parle effectivement de l'expression de cette démocratie, ça m'envoie, au-delà de l'exemplarité, à deux choses. La première, c'est la main tendue. Aller chercher les gens là où ils sont. Aller parler à des gens qui, forcément, ne partagent pas forcément votre opinion. C'est d'être convaincu. La première des qualités, c'est de savoir écouter. Et si vous n'avez pas la réponse, vous l'amenez le lendemain. Il faut effectivement que nous allions devant des gens. Le dernier niveau, à mon avis, qui est celui qui est incontournable, c'est d'aller plaider devant ceux qui ont l'autorité, non pas d'être convaincus d'avoir raison sur tout. Nous avons un devoir d'entraîner, effectivement, nos corporations vers un idéal de demain que la société aspire. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Je me suis occupé d'environnement, et je m'occupe encore d'environnement, et à la FNSA, et aux chambres d'agriculture. Je ne partage pas, bien sûr, ce que la société voudrait qu'on soit ou qu'on devienne. Un idéal, effectivement, merveilleux, dans lequel on nous interdit de faire des choses qu'on s'autorise à mettre dans son assiette. Ça, c'est pas acceptable. Par contre, penser qu'on peut avancer le frein à main serré, ce n'est pas possible. On doit, même vis-à-vis de nos mandants, c'est faire confiance à la science. C'est effectivement d'expliquer pourquoi. Enfin, moi, je n'ai pas un niveau de formation suffisamment conséquent pour contredire en permanence ceux qui ont ce savoir. Inspirer la confiance, c'est mettre sur les fondamentaux le symbole de la démocratie, et nous avons la chance de pouvoir encore le faire. Mais il y a une urgence, c'est cette jeunesse, notre jeunesse, y croit de moins en moins. Jean-François Turtereau, si vous souhaitez réagir. Je pense que tout a été plus ou moins dit, mais la transparence, elle est essentielle pour des élus comme nous. C'est la crédibilité. Tu l'as dit, Pascal, sur son exploitation, dans sa responsabilité. Aller représenter nos mandants, c'est quelque chose qui oblige. C'est quelque chose qui oblige à une forme de qualité, une forme d'honneur et de respectabilité que nous ne devons pas absolument perdre de vue, parce que sinon, je pense que c'est la décroissance et c'est la perte de responsabilité, de crédibilité de nos institutions. Et puis c'est aussi parler à tous. Voilà, c'est aller chercher, tu l'as dit très clairement, tendre la main à nos ressortissants, à ceux qui réussissent, et ça parle à la MSA, à ceux qui réussissent, à ceux qui réussissent moins, parler à tout le monde et apporter un discours adapté et un discours de précision. C'est vraiment l'esprit dans lequel l'organisation professionnelle agricole de la MSA se place dans ce champ-là. Et je le dis parce que pour cette OPA et cet organisme de protection sociale, pour cette double identité sous tutelle de l'État, parce que nous avons une vocation et une mission de service public sous tutelle de l'État, sous la tutelle de 3 ministères, MASA, Affaires sociales et Bercy. Donc nous avons ce devoir de transparence, de régularité et de sérieux, et c'est celui que nous essayons de faire valoir au plus près de nos ressortissants. Arrive la fameuse question de la jeune génération. Alors si on ne peut pas transposer le modèle actuel, puisqu'il n'a pas l'air de faire adhérer forcément tous les jeunes, est-ce qu'il faut qu'on leur transmette des valeurs? Est-ce qu'il faut qu'on modifie ce modèle par des circuits courts de l'engagement? Avez-vous des solutions, Dominique? Mais en tout cas, on y travaille. Mais moi, je pense que
Oui, on vit aujourd'hui une crise de l'adhésion. Je pense que toutes les enquêtes d'opinion sur le sujet, mais pas que dans l'agriculture, le démontrent. On vit une crise de l'adhésion et on vit aussi une volatilité de l'adhésion, c'est-à-dire un zapping dans l'adhésion comme on le voit dans d'autres secteurs. On vit donc une crise de l'adhésion et forcément derrière ça, une crise de l'engagement. Puisque je pense qu'avant l'engagement, il y a l'adhésion. Donc on a un sujet autour de recréer le sentiment d'adhésion. Ça veut probablement dire que tous les items que nous mettions nous derrière l'adhésion vont devoir être adaptés à ce avec quoi les nouvelles générations fonctionnent. Mais pour moi, il y a deux valeurs cardinales qu'il faut préserver par rapport à ça. Quand on voyage un peu partout dans le monde, mon cas, ça m'arrive et c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. On s'aperçoit qu'il y a deux choses qu'il faut préserver. C'est bien la liberté et la démocratie. Donc moi, je suis complètement focalisé sur le fait que, quelles que soient les évolutions dans lesquelles nous puissions nous projeter, elles doivent préserver la liberté et la démocratie. Pour ça, il y a évidemment une question d'éducation et il y a une question aussi liée dans nos parcours de responsables professionnels à la formation et à l'accompagnement dans la responsabilité. C'est l'accompagnement évidemment dans ce qu'est, j'allais dire, l'exercice de notre responsabilité au quotidien. Et puis comme l'ont dit Jean-François et Pascal. Quand on part de chez nous, on doit pouvoir être remplacé. Et quand on y est, effectivement, voilà. C'est donc aussi l'accompagnement pour être, j'allais dire, que nous puissions supporter par un accompagnement aussi financier cet engagement et ce départ. Parce que sinon, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de sacrifices qui sont faits. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Tout ça doit être évidemment transparent. Tout ça doit être décidé collectivement, mais ça doit exister. Et moi, je pense que nous devons retravailler aujourd'hui, oui, sur le sens de l'adhésion. Et je le relie vraiment à ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui fait nation ? Qu'est-ce qui aujourd'hui, quel est le projet collectif ? Ça doit se retravailler. L'adhésion se retravaille autour du projet collectif. En ce qui nous concerne, projet collectif de destin de territoire. Comment est-ce qu'on se réadapte ? Sur quoi est-ce qu'on veut s'orienter ? Si aujourd'hui on a le défi climatique à résoudre, quelles sont les solutions qu'on met en place ? Les questions sanitaires. Je disais tout à l'heure, certains modèles économiques de territoire sont à reconstruire. Comment est-ce qu'on s'y prend ? C'est ces communautés de destin qu'il faut que l'on travaille ensemble. Et ensuite, on doit être aussi capable de s'adresser à chaque individu dans sa différence et dans ce qu'il souhaite aussi comme projet individuel. Mais le projet individuel ne doit pas masquer le destin collectif et ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt général et vice-versa. Je le redis, la somme des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt général et c'est là où il faut bien repartir de l'intérêt général pour se reprojeter sur ce que peuvent être les adaptations individuelles. Donc voilà, les valeurs cardinales, c'est liberté, démocratie, et ça passe par la formation, l'éducation, la formation et l'accompagnement. Pascal Ferret. Dominique vient m'ouvrir la porte, parce que la première des choses, c'est de redonner une âme à la famille. C'est de redonner un sens à l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons un vrai problème. De penser que c'est l'éducation nationale qui doit former nos jeunes, non, il y a un problème. Il y a un problème de la cellule familiale. Alors, je ne jette pas la pierre, il faut qu'on y regarde. Il y a des sociologues qui s'y penchent de façon très sérieuse. Ça commence là. La deuxième, après, c'est effectivement l'encadrement de la formation de la culture. Je fais partie des gens qui ont eu la chance et la malchance. La chance de quitter l'école jeune et de mettre au boulot jeune, et la malchance de ne pas avoir eu cette formation supérieure qui m'aurait récemment facilité la vie. Mais il faut que les sachants écoutent. Je me rappelle mon premier débat un jour à la DGER, je suis président d'un lycée agricole, et des plus gros de Basse-Normandie à l'époque, où au bout d'une heure, j'ai demandé, tout simplement, est-ce que les sachants pourraient se taire pour ceux qui ne savent pas, puissent exprimer quel est leur besoin ? Il est nécessaire que ceux qui ont des besoins, on les entende. Et il faut qu'on aille ensemble chercher ces gens-là pour savoir ce dont ils ont besoin pour hisser cette société au niveau. Le troisième point, c'est l'amour des gens. Je suis horrifié de voir à quel point, par moment, on se déteste. Et par le propos, ne serait-ce que par le propos. Vous ne pouvez pas sortir, quand vous êtes un homme ou une femme publique, dans la rue et expliquer à quelqu'un « je traverse la rue et je trouve du boulot ». C'est pas si simple que ça. Et cette forme de mépris du verbe, aujourd'hui, jette le discrédit. Comment en est-on arrivé à avoir les gilets jaunes ?
comment en sommes-nous, il y a un an, à voir tous les syndicats agricoles devant ce salon? Enfin, il y a un problème à un moment donné. Et le facteur n'est pas qu'économique, c'est la foi en l'avenir. C'est quelle est notre voie de demain? Est-ce que l'on peut se résoudre à ce qu'il y aura le monde des champs, le monde des villes? Non, notre France n'est pas faite comme ça. Et je pense que nous, le monde agricole, quelle que soit notre représentation, nous avons deux devoirs. Le premier devoir, c'est d'être apaisant et poser les débats qui nous entraînent pour le moyen terme. Le moyen terme, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne suis pas sur l'horizon 2070. Le deuxième sujet, c'est de faire concorde. Nous sommes dans un système aujourd'hui où vous avez des gens qui ont faim, vous avez des gens, alors, par l'appétit, vous avez des gens qui ont faim de pouvoir ou effectivement de reconnaissance. Comment se fait-il que ces gens-là, nous n'arrivions pas à les réunir? Et je pense que les vertus que nous organisons, nous, au niveau du monde agricole, c'est effectivement cette foi dans les territoires, cette foi dans les gens. Et si j'avais un vœu à exprimer, c'est que les jeunes générations, ceux qui ont la chance d'être mieux formés que je n'ai pu l'être, entendre ce type de message et aller chercher les gens au travers des élections. Aujourd'hui, on vient de finir les élections aux chambres. Demain, on attaque celle, excusez-moi du terme attaqué, on va entreprendre celle de la mutualité sociale agricole. C'est du changement magistral que nous avons de l'organiser. Donc, saisissons-nous de ces opportunités pour pouvoir le construire. Je crois que l'année 2024, ça a été dit, a été le reflet de tout ça, avec un certain nombre de mouvements sur le territoire, on l'a dit, tous syndicats confondus. Ça met quoi en évidence? Ça met aussi le fait que nos OPA, nos structures, moi j'ai l'habitude de dire, et peut-être la MSA au premier chef, sont challengées, très clairement challengées. On a ce devoir aussi de refaire de la pédagogie, de réexpliquer, peut-être de moderniser aussi nos outils pour les inscrire dans le mutualisme de demain. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et l'adapter pour inciter ces nouvelles générations à venir à la conquête de nos outils coopératifs, de nos chambres, de nos institutions, pour qu'ils s'en emparent et qu'ils en fassent des leviers de demain. Moi, je suis très attaché à la pédagogie. Nous l'avons vu pendant les mouvements l'année dernière. J'ambitionne de porter un très large débat autour de la pédagogie, autour de l'institution, bien sûr, autour de ce que nous faisons. Pourquoi nous sommes là? Quels sont nos fondamentaux? Quel est le système, le principe des cotisations? Réexpliquer la solidarité nationale, le système redistributif. Sur quoi sont assises les cotisations? En fait, les principes de la sécurité sociale et en particulier de notre protection sociale. La solidarité nationale. En fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qui sort de l'après-guerre et de la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui est encore moderne. Donc nous avons ce devoir collectivement de prendre ces sujets à bras-le-corps et de moderniser nos outils pour les inscrire dans un avenir et au service de ces nouvelles populations qui ont des besoins et des ambitions différentes peut-être que celles qu'on a eues. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Je propose pour conclure de répondre à cette fameuse question qu'on s'est posée au début. La démocratie agricole a-t-elle donc encore un avenir, Dominique Chargé? Bien évidemment. Bien évidemment, mais c'est un petit peu aux conditions de tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que cette démocratie, elle doit s'adapter à l'époque dans laquelle nous sommes. Donc c'est une époque dans laquelle les défis à relever sont nouveaux, dans laquelle les outils sont nouveaux et dans lequel on doit faire face à ce que je disais tout à l'heure, une espèce de crise de l'adhésion et une crise de l'engagement. Donc pour que démocratie existe, il faut de l'engagement. Donc on a de toute façon à retravailler sur la question de l'engagement. Comment est-ce qu'on refait, on redonne l'envie aux populations et aux jeunes populations de venir participer à nos débats, qui sont des débats collectifs, avec des impacts forts. Comment est-ce qu'on le fait remesurer aux agriculteurs en ce qui nous concerne, la nécessité de venir s'exprimer ensemble sur ces communautés de destin territoriales, parce qu'à mon avis, elles sont extrêmement fortes, comme elles le sont dans les chambres, elles le sont nous par l'entreprise. Mais je fais confiance, naturellement confiance, aux nouvelles générations. Je pense qu'elles s'adapteront, je pense qu'elles adapteront l'outil à ce que seront leurs besoins et qu'elles sauront préserver l'intérêt général et faire en sorte que ce que nous sommes puisse être perpétué pour les générations futures. Pascal Ferret.
Ben, je dirais que plus que jamais, il y a deux éléments qui concourent à cela. Le premier, c'est que nous avons les outils, les infrastructures pour créer ce dialogue, etc. Il ne faut pas qu'on réinvente. Nous avons les outils économiques, la coopération, les outils sociaux ou assurantiels. Vous avez les chambres d'agriculture. Le premier, c'est le sens de l'engagement. Je peux vous dire que pour avoir été toute ma vie syndicaliste, qu'est-ce qui est difficile de porter effectivement un discours quand on ne vient vous voir que quand ça ne va pas et qu'on ne vous dit jamais quand ça va. Ça, c'est une vraie difficulté. Et c'est vraiment quelque chose d'harassant. Le deuxième point, c'est là où les lieux où le débat peut se faire. Il faut qu'on le respecte. Alors, il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, mais vous avez toutes des structures. Dominique est président de la coopération, Jean-François est sur la MSA, mais il y a plein d'autres endroits où, effectivement, les gens, quelle que soit leur corporation, se rassemblent. Je pourrais évoquer les chambres d'agriculture, je ne le ferai pas parce que ça n'a pas plus d'intérêt que d'autres. C'est tous ensemble qu'on peut le faire. La troisième, c'est le concours des vocations. Et ça, il faut qu'on soit très attentif, effectivement, que l'isolement que l'on se produit nous-mêmes fait que ça générera énormément de tristesse demain. Il ne faut pas qu'en période de crise, on trouve des leaders nouveaux. Je disais à quelques jeunes agriculteurs qui venaient avec un truc d'œil plutôt marrant avant-hier matin, avec des mini-tracteurs, avec bien perturbés. Bon, j'ai dit, écoutez, on arrête. Les élections chambres sont passées, la représentativité syndicale est close. Maintenant, on se met au boulot quand ? C'est quoi votre profil de vie ? Est-ce que l'on débat de l'Europe ? Est-ce que l'on débat effectivement d'avoir une solidarité financière et sur quel cadre ? Qu'est-ce que l'on fait pour ceux qui sont un peu mis à côté au banc de notre société ? Et puis, que fait-on pour aller tendre la main à ceux qui sont en charge de la représentation nationale ? On ne fera pas les textes à leur place. Et il faut, au travers de nos convictions, faire partager, et on va le voir, Dominique est plus passé que moi sur la loi d'orientation agricole, où il faut effectivement faire partager nos dessins de demain. Ensemble, on peut, et j'ai encore de beaux jours devant moi, pour croire que cette démocratie sociale en France, elle a toute sa place. Jean-François Furet, on reste optimiste. Elle a sa place, elle est moderne finalement, elle a de l'avenir. Elle aura un avenir si on est en capacité, les uns et les autres, de préparer l'avenir sans renier le passé et en capitalisant sur ce que nous avons bâti, ce que les anciens ont bâti, sur ces outils collectifs notamment, ces institutions solides au service de nos ressortissants. Donc dans ce cadre-là, moi, je ne suis pas inquiet. Nous avons d'abord le devoir d'inscrire ces institutions dans le temps. C'est le sens de nos élections, les élections dans les chambres qui viennent de se passer, les élections à la SA au mois de mai 2025, pour justement redonner ce souffle et cet élan à nos populations et les inscrire dans l'avenir. Un grand merci, messieurs, pour ce débat riche sur un sujet ô combien important. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, messieurs.